Merci Henri. Merci Charles-Ange. Henri Leroy qui a été longtemps et brillamment le maire de Mandelieu, pour ceux qui ont connu Mandelieu par le passé et qui connaissent aujourd'hui Mandelieu. Je pense que vous avez pu apprécier tout ce que Henri a réalisé et aujourd'hui son successeur. Henri aussi a été un grand gendarme, je voulais le dire, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Voilà, c'est sa coquetterie de la famille. Ça a été un grand gendarme. Et donc c'était important, je suis très honorée Henri que tu sois venu et très touchée aussi amicalement. Je voudrais demander aux maires du canton qui sont ici présents, Jean-Michel Sampéré, de me rejoindre. Jean-Michel Sampéré, Jean-Marie Aubert, et vous pouvez les applaudir. Ce sont les maires du village du canton. Ils sont au service de leurs administrés du 1er janvier au 31 décembre et de 1h du matin à minuit tous les jours de l'année. C'est un vrai challenge d'être maire d'un village. Ils sont formidables. Merci de les applaudir. Daniel Chabot, Jean-Louis Poussetti, Marc Belvisi, Jean Fiol et Henri Dilmy qui représentent le maire d'Ascros. Merci. Pardon, Daniel, je l'ai dit, Michel Bellery, maire de Québris. Est-ce que j'en ai oublié? Levez la main. René Gildoni, bien sûr, René, viens avec nous, avec beaucoup de plaisir, maire de Revêche. Merci à vous qui parfois vous représentez, à vous qui parfois ne vous représentez pas. C'est difficile, le mandat municipal. Tenez, venez avec nous. Voilà. Il y a Jean Fiol qui n'a pas entendu, mais qui va nous rejoindre aussi. Il est là, le voilà, Jean Fiol. Voilà. Décalez-vous, venez avec nous, à mes côtés. Merci pour votre présence. Et Vanessa Sigel, vice-présidente du département en charge des sports. Merci Vanessa pour ta présence et ton amitié. Et bravo pour ton efficacité dans ton mandat. Je remercie bien sûr tous ceux qui sont présents. Je ne peux pas tous vous citer. Il y a beaucoup d'élus. Il y a aussi un certain nombre de personnalités de Vence et d'ailleurs. Je remercie aussi pour sa présence Madame Diguardia, la nouvelle directrice de la maison de retraite publique La Vensoise, que peut-être vous ne connaissez pas encore. Je remercie Philippe Lescarré, le directeur de la clinique des cadrans solaires, pour son amitié et sa présence. Je remercie également les représentants de l'Arche de Grâce. Je remercie tous les représentants d'associations du handicap qui sont ici présents. Je remercie l'UDAF, je remercie le président de l'UDAF, je remercie le président de l'APF. Vraiment, très chaleureusement, je ne veux pas être trop longue, mais la directrice de l'école Freinet, le conseil de l'ordre des kinésithérapeutes, voilà, je vous remercie tous pour votre présence. Vous avez compris que je ne peux pas tous vous citer, mais que véritablement, je suis très touchée. Les vœux c'est important, vous le savez, je l'ai toujours dit, les vœux c'est important parce que c'est l'occasion, une fois par an, pour nous élus, eh bien, de vous rendre compte un peu aussi de ce que nous faisons et d'avoir avec vous une présentation de notre rôle quotidien et du mandat que vous nous avez confié. Et je suis certes une femme de dossier, une femme aussi de conviction, et j'essaye, et je remercie chaleureusement les deux orateurs qui m'ont précédée, d'avoir exprimé devant vous, et c'est important puisque c'est vous qui me confiez un mandat, et bien d'avoir exprimé que je porte ces dossiers avec attention et en tout cas du mieux que je peux. Voilà, c'est un vrai challenge, ça n'est pas facile tous les jours. Nous avons, c'est difficile d'être élu. Et je crois que je vous dois, je ne sais pas si ça ne tient pas. T'as rangé ça. J'ai un technicien, vous avez vu, j'ai un technicien de luxe. Je crois que je vous dois aussi, nous vous devons d'une manière générale beaucoup d'honnêteté et de vous dire que oui, c'est pas facile tous les jours c'est pas facile tous les jours d'être élu et c'est un vrai challenge. Alors, je suis élue avec vous
auprès de vous, auprès de chacun d'entre vous, j'allais dire. Je crois que j'ai rencontré chacun d'entre vous pour différents sujets depuis longtemps, depuis 1995. Ça fait un bail et en même temps, c'était hier. Sauf que j'avais quelques rides de moins et quelques années de moins et des enfants beaucoup plus jeunes, mais c'était hier. Je suis arrivée, j'étais adjointe à l'urbanisme, à l'environnement, au développement économique, puis après j'ai gravi un certain nombre d'échelons. Et puis un jour, je me suis présentée au suffrage en 2008 et pour être votre conseiller général. Ça s'appelait comme ça, et le canton de Vence comptait Vence, Saint-Janet et la Gaude. Et puis, j'ai œuvré pendant un certain nombre d'années, jusqu'en 2015, sur ce canton, où j'ai appris. J'ai appris, parce que quand on arrive quelque part, eh ben, on apprend aussi. Alors évidemment, j'avais un bagage, j'arrivais pas de nulle part, j'étais quand même déjà élue de longue date, mais néanmoins, j'ai appris. J'ai appris à connaître l'institution département, et c'est presque 4000 agents, avec aussi le SDIS, avec Force 06, et avec tous les métiers qui existent au sein de ce département. Et puis j'ai appris à connaître les hommes. Je dis les hommes parce qu'en 2008, nous étions 4 femmes sur 52. Et donc je suis arrivée, Henri m'a vu arriver, il m'a dit je connais ton papa. J'avais pas les couettes, mais c'est tout juste si j'étais considérée comme telle. Hein, j'étais la petite nouvelle. Voilà, bon, ça fait du bien hein, quand on a 48 ans d'être la petite dernière, ça fait toujours du bien. J'étais la petite nouvelle. Voilà. Et donc au département, avec ces messieurs et avec quelques dames, nous avons œuvré ensemble et j'ai appris là aussi, au fur et à mesure. Éric Ciotti m'a confié à ce moment-là la gestion des risques naturels majeurs, ce qui pourrait vous paraître étonnant, mais en même temps correspondait quand même à ma formation universitaire de juriste en droit de l'environnement et droit de l'urbanisme, avec une spécialisation sur les risques naturels majeurs. Et c'est vrai que je me suis passionnée pour ce dossier, que j'ai porté avec, bien sûr, le président et les équipes et les conseillers départementaux, les dossiers du PAPI, le plan d'action et de prévention des inondations de la plaine du Var, et bien d'autres PAPI qui nous ont permis aujourd'hui de mieux entretenir nos cours d'eau et d'avoir une vision sur la prévention des inondations. Et puis, j'ai continué lorsque nous avons, il y a quelques années, avec à l'époque Éric Ciotti et le préfet Colrat, et quelques sénateurs, cher Henri, puisque c'est le Sénat qui portait haut cette loi, qui a permis que les départements de France puissent se saisir et créer ce fameux syndicat départemental que l'on appelle le SMIAGE, Syndicat mixte des inondations et de la gestion de l'eau. Il y a deux mots, il y a évidemment les inondations, mais il y a aussi la gestion de l'eau. Et la gestion de l'eau, il n'a échappé à personne dans cette salle que c'est quand même l'enjeu environnemental majeur des années qui arrivent devant nous. Donc, que le département prenne en charge la gestion de l'eau et la prévention des inondations dans un pays, sur une terre sur laquelle, évidemment, les sujets de changement climatique sont majeurs et chers au cœur de notre président qui œuvre avec le Green Deal sur ces questions, eh bien, je crois que ça fait sens. Parce qu'aujourd'hui, là où vous aviez à vous, je parle là pour les Vensois, vous aviez, par exemple, la Cagne, le Malvan, vous aviez un bassin versant avec une rive dans la métropole et une rive dans la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Et chacune était compétente pour gérer les inondations du Malvan, par exemple, ou de la Cagne. Eh bien, ça n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, grâce à la loi GEMAPI, que les sénateurs ont voulu, grâce au travail qui a été fait par le département, par le président Ciotti, puis par le président Genesi, nous avons pu créer cet établissement public de bassin qui couvre tous les bassins versants du département, voire même un peu jusque dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et un peu aussi dans le Var. Et nous avons été labellisés et nous avons été, je dois le dire, le président a été félicité par le président de la commission de l'eau, par le président de l'agence de l'eau, qui nous ont dit, dans les Alpes-Maritimes, depuis déjà 10 ans, vous faites un effort considérable, financier et administratif, et je veux associer
les gens du monde administratif, qui sont toujours dans l'ombre et qui sont souvent critiqués en disant oui, les fonctionnaires, etc. C'est un joli mot, fonctionnaire, et c'est un joli mot que d'être administratif. Font un travail extraordinaire, ils ont une technicité et un niveau de spécialisation que beaucoup dans le privé pourraient nous envier. Je referme vite ma parenthèse, mais je veux vous dire que là, voyez-vous, effectivement, ce SMIAG, dont on vous parle finalement assez peu parce que les acronymes sont toujours un peu désagréables à évoquer, mais néanmoins ce SMIAG, il est important et ça fait partie des choses que je suis heureuse, effectivement, d'avoir peut-être réussi dans mon mandat de conseiller départemental. Et puis, il y a quelques années, maintenant, il y a 3 ans, Charles-Ange est président de ce département. Et c'est à la fois un honneur, oui, un honneur d'être en binôme avec le président du département. Je ne peux quand même pas dire que ce n'est pas un honneur. Mais c'est surtout une joie. C'est une joie parce que Charles-Ange est président d'un département qui est un département grandement rural, de moyens de haut pays et de montagne. Alors évidemment, vu de l'extérieur, les Alpes-Maritimes, le 06, c'est la Côte d'Azur. Ben non, c'est pas toujours la Côte d'Azur. Et nous, et vous, chers amis qui êtes à mes côtés, vous le savez particulièrement. Et donc, avoir à nos côtés, avoir comme chef de file, quelqu'un qui est quelqu'un de la montagne, quelqu'un qui connaît ce département comme sa poche, commune par commune, village par village, habitant par habitant, territoire par territoire, eh bien, c'est une vraie chance pour ce département. Il faut que vous en soyez bien conscients, je sais que vous l'êtes, mais que vous preniez cette mesure de savoir que, outre le fait que dans notre canton, nous avons le président, eh bien, dans ce département, avoir un président qui est issu de la ruralité, c'est extraordinairement important. Il a les 2 pieds bien campés, on ne la lui fait pas, il est sérieux, il est solidaire, il sait ce que veut dire la solidarité. Non, mais je le pense et je veux le dire, parce que c'est important pour les enfants de le savoir. Alors j'arrête parce qu'il va rougir, mais non, mais je le pense. Et comme vous savez, j'aime bien dire ce que je pense. Parfois ça m'a un peu... parfois ça frotte, parfois il y en a que ça gêne un peu. Mais je crois que sur cette estrade, on est un certain nombre à aimer dire ce qu'on pense, en fait. Ouais, je regarde. Il n'y en a pas un qui ne sait pas dire ce qu'il pense sur cette estrade. Eh bien, c'est pas mal. Et puis comme ça, on ne dit pas que les élus ont la langue de bois. Voilà. Alors, au département, où j'ai la chance de vous représenter, je vous l'ai dit, depuis déjà 12 ans, et avec Charles-Ange Ginésy depuis 3 ans, eh bien, je voulais vous rappeler simplement que le département veille sur votre quotidien et sur chacune et chacun d'entre vous. Alors parfois l'État nous dit le département ça sert à quoi maintenant qu'il y a les métropoles bon, eh bien c'est pas à avance qu'on va vous expliquer que la métropole ne fait pas tout et voire même qu'elle n'est pas forcément dans le quotidien des habitants. Je referme aussi ma parenthèse, mais ça aussi il fallait quand même que je le dise. Donc le département il est là pour le quotidien. Le département il est à vos côtés. Il est à vos côtés sur la santé, sur les enfants, il est à vos côtés sur la PMI. Et la PMI de Vence vient d'être entièrement rénovée. Alors, les murs, évidemment, et la toiture par le propriétaire qui est la ville, mais tout l'intérieur par le département, puisque c'est le département qui occupe la PMI et qui s'occupe, évidemment, des enfants et de la PMI de Vence. Il est aux côtés de l'Enval, le département, et la pouponnière d'enfants est à l'Enval. Il est aux côtés des hôpitaux et des médecins. Et cette année, le président a bien voulu que ce soit non pas 20, mais 32 appels à projets santé qui soient validés et qui soient financés pour 1 million, je sais plus combien, un peu plus d'1 million d'euros pour des projets innovants en matière de recherche dans la santé. Presque 2 millions d'euros, il me dit, ont été mis sur la table par le département pour aider des appels à projets en matière de recherche de santé, notamment sur le cancer de l'enfant, notamment sur les traitements des cancers de l'enfant, mais aussi des appels à projets qui concernaient le handicap. C'est ça aussi le département. Le suivi des grossesses à risque, ici, mais dans le haut pays. Et demain, ne vous y trompez pas, avance. Parce que vous avez vu que nous n'avons plus de pédiatres,
que nous n'avons quasiment plus de gynécologues obstétriciens et que demain, bien sûr, le suivi des grossesses et le suivi des bébés se fera souvent par la PMI. Les assistantes sociales de Vence sont les personnels du département. Elles sont au CCAS ou à la PMI, et vous ne le savez pas, mais ce sont nos personnels qui sont là. Et c'est la raison aussi pour laquelle Charles-Ange vous a parlé de la maison du département, parce que ça fait sens d'avoir une maison qui permette de tout savoir. La maison de santé de Roque-Estéron, l'hôpital de Puget-Théniers, dans lequel Charles-Ange et moi siégeons au conseil d'administration. Les assistantes maternelles, je serai dans quelques jours avec les assistantes maternelles de l'ensemble du département. Là aussi, c'est nous qui leur donnons l'agrément et qui parfois le leur retirons. Et c'est nous qui les formons. Et nous serons lundi prochain à une réunion de formation sur les neurosciences pour les assistantes maternelles qui font un travail exceptionnel auprès des tout-petits dans le département et qui sont de vrais professionnels, sachez-le, et j'insiste sur ce point. Le foyer de l'enfance, les enfants, vous savez, qu'on confiait à la DAS et qui sont aujourd'hui confiés au département, le foyer de l'enfance, en saluant Hélène Colombier, qui participe à l'équipe aujourd'hui du foyer de l'enfance, après avoir participé brillamment à relever l'hôpital de Puget-Théniers. Les assistantes maternelles, je vous l'ai dit, le foyer de l'enfance, mais aussi les mineurs isolés, étrangers, les mineurs non accompagnés. Ces mineurs sont en nombre énorme dans notre département. Et Charles-Ange Ginesi, comme Éric Ciotti, et je le répète bien, comme Éric Ciotti, s'en sont remarquablement occupés. Parce qu'on nous accuse quelquefois de ne pas vouloir accepter l'immigration, mais il y a une différence entre accepter toute immigration et bien s'occuper, bien évidemment, des enfants issus d'immigration qui arrivent sur notre territoire. Il ne faut pas vous laisser influencer par les gens qui mélangent systématiquement les deux sujets et qui le mélangent à dessein. Nos seniors, évidemment, avec la maison de retraite publique de Vence, par exemple, pour laquelle nous venons, avec Charles-Ange, de financer près d'1 million d'euros pour le pôle gérontologie et l'extension de la maison de retraite publique. Madame Di Guardia, et je la salue, est la nouvelle directrice de cet établissement, et je lui souhaite le courage et la détermination pour prendre en charge, tant pis pour mon téléphone, merci, pour prendre en charge, comme il se doit, cet établissement et la maison de retraite publique de l'ONAC, puisque vous savez que désormais les deux ont fusionné. Et puis, les EHPAD, tous les établissements pour personnes âgées, nous en avons la tutelle et nous donnons l'agrément et nous les contrôlons. Et c'est un travail énorme. Et nos personnels, là aussi, je veux les saluer et les remercier, font un travail remarquable. Bien sûr, ils ne sont pas dans chaque chambre, ils ne sont pas derrière chaque personne. Et le contrôle n'évite pas parfois le danger ou le problème. Mais sachez-le, il y a un travail extraordinaire qui est fait par les personnels du département qui sont en charge de contrôler tous les établissements de retraite, qu'ils soient publics ou privés ou associatifs dans le département, et c'est considérable. L'IESTS, l'Institut de formation des métiers de service à la personne, dans lequel j'ai l'honneur de représenter le département, les services à domicile pour les personnes âgées, mais aussi le logement inclusif et bien sûr, le handicap. Alors, Charles-Ange en a parlé, il m'a fait l'honneur, il y a 3 ans, de me confier cette mission. Une mission que je ne connaissais pas, parce que quand on est élu, eh bien parfois on fait le travail de ce que l'on connaît bien, et puis parfois on fait le travail de ce que l'on vous demande de faire, de porter une politique publique et de la porter avec le monde associatif et les services du département. Et je veux ici vous dire que j'ai pris ce mandat avec beaucoup d'humilité, parce qu'on n'arrive pas comme ça, de but en blanc, dans le monde du handicap, en disant « moi je suis élue, je suis votre présidente de la MDPH et je sais ». Non, parce que d'abord je ne savais rien, et que donc j'aime pas dire que je sais quand je ne sais pas, et ensuite parce que le monde du handicap, c'est un monde à part, et c'est un monde à part entière, avec ses problématiques, avec ses financements, avec ses mesures, et un monde qui est en pleine mutation. Cette mutation, elle s'opère, et c'est tant mieux, depuis 2005. Création des maisons départementales du handicap, tout le handicap est géré par une maison unique que j'ai l'honneur de présider, et qui reçoit 92 000 appels l'année dernière, 18 000 personnes en visite, en B2B, dans la maison du département, 70 agents. Vous imaginez là aussi le travail exceptionnel de ces personnels. Bien sûr, c'est compliqué. Bien sûr, il y a encore des gens qui ne sont pas complètement satisfaits, et ils ont raison,
des mesures qui leur sont accordées. Il y a même des gens qui n'osent pas franchir la porte de la MDPH. Il y a dans ce département 110 000 habitants sur 1 million qui bénéficient d'une mesure à la MDPH. Cela vous donne une idée, si l'on ajoute ceux qui ne la demandent pas, du nombre de personnes qui souffrent d'un handicap dans le département des Alpes-Maritimes. Bien entendu, cela exclut les personnes âgées qui souffrent d'une perte d'autonomie liée à l'âge. Vous imaginez, on n'est que sur le handicap, moins de 60 ans, et on est à 110 000 personnes dans ce département. C'est colossal. L'État fait des efforts. On ne peut pas leur enlever ça. C'est peut-être un domaine dans lequel ils en font. Et je salue Sophie Cluzel, la ministre, qui fait véritablement des efforts. Je l'ai rencontrée à 3 reprises, à Nice pour l'autisme, à Paris 2 fois, pour évoquer avec elle les vraies difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Parce que le cloisonnement des mesures, parce que la manière de faire, souvent, nous interdit d'être efficaces. Et quand nous avons enfin trouvé une solution, ou un projet, ou un appel à projet, eh bien, ça n'est pas la DREAL, mon cher Henri, mais c'est une autre agence régionale, c'est l'ARS, qui nous met dans la difficulté en disant « Ah oui, mais le préfet vous a dit oui, mais moi, au niveau régional, je dis non ». Alors, cette régionalisation des services de l'État, il faudra un jour que ça cesse. En tout cas, c'est mon analyse, parce que je pense que c'est une couche supplémentaire, et que ces couches supplémentaires, souvent, sont là, surtout pour dire non, et très rarement pour nous accompagner sur le projet. Donc, je crois véritablement que là aussi, il y a à faire. La MDPH, depuis que Charles-Ange me l'a confié, j'ai eu à cœur de réformer le fonctionnement de la MDPH, le fonctionnement des dossiers, la prise en charge des dossiers, et d'essayer de faire en sorte que le filtre d'entrée des dossiers nous permette de les traiter plus rapidement et plus efficacement, secteur par secteur, enfants, adolescents, adultes, etc. Nous y arrivons petit à petit. Sur le système informatique unique, qui est une grande réforme nationale sur le handicap, nous sommes le département, un des seuls départements, président, à l'avoir mis en place au 31 décembre, comme ça nous était demandé. Là aussi, un effort considérable, à la fois des personnels, mais aussi budgétairement, de la part du département. Nous l'avons fait de manière à ce que chacun désormais, où que vous habitiez en France, et si vous déménagez demain, vous ayez un dossier qui soit suivi. C'est une véritable révolution, il fallait la faire, et nous l'avons faite. Nous avons aujourd'hui une maison départementale du handicap qui fonctionne bien, mais je veux vous le dire avec beaucoup d'humilité, et mes collègues de la MDPH le partagent. Pour la MDPH, pour les dossiers, pour les mesures, comme pour la scolarisation des enfants en situation de handicap, le chantier est immense. On a progressé considérablement. On a surtout enlevé le voile du déni. Vous savez, avant, on n'en parlait pas. On avait un enfant handicapé, on n'en parlait pas. On avait un parent handicapé, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, on revendique le droit à vivre comme tout le monde, et on a raison. Mais entre ce que l'on nous annonce au niveau de l'État en disant « formidable, c'est la réponse accompagnée pour tous », le zéro sans solution. Alors ça, c'est le terme, c'est la mode de la com. Donc là, c'était le zéro sans solution. Ben, les associations de handicap qui sont dans la salle peuvent vous dire que, évidemment, c'est pas vrai. C'est comme le droit au logement. Hein. Là, c'est le zéro sans solution. Voilà. Et ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on ne sait pas faire. Et que pour faire, il faut évidemment se mettre dans la bonne direction, il faut mettre des moyens financiers, et nous le faisons. Mais il faut aussi que l'État admette que de temps en temps, il faut aussi créer des places et ouvrir des espaces et des lits. Et ça, tant que ça n'aura pas été entendu, eh bien, nous n'aurons pas gain de cause et nous ne gagnerons pas la bataille du handicap. Et beaucoup de parents le savent, et je veux leur dire que je suis à leur côté sur cette question. Alors, en dehors bien sûr de la MDPH et du handicap, il y a aussi le logement. Le président du département vient de prendre, avec beaucoup de détermination, la présidence d'Habitat 06. Nous avons du travail à faire, et nous avons notamment du logement participatif, du logement inclusif à faire. Président, vous le savez, je vous en ai déjà parlé beaucoup. Et je souhaite véritablement que nous prenions en charge cette question du logement inclusif. Le département doit être innovant, là aussi. Et le président du département, qui est passionné, il ne vous l'a pas dit, parce que sinon il y en avait pour une demi-heure, qui est passionné par l'intelligence artificielle, qui va créer dans le département une maison de l'intelligence artificielle, et qui croit en l'intelligence artificielle, et il a raison. Le président du département, j'en suis sûre, verra très vite quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous pour permettre
d'aller plus loin pour les populations en perte d'autonomie, toutes, qu'elles soient handicapées ou âgées en perte d'autonomie, permettre d'aller plus loin pour inventer l'habitat inclusif de demain avec la domotique et avec l'intelligence artificielle. Je suis sûre que nous y arriverons. En tout cas, je mettrai toute mon énergie pour qu'on y arrive. Les EHPAD devront être l'exception et la domotique nous permettre de réfléchir dans ce sens. L'éducation et les collèges, c'est aussi un grand chantier du département et c'est aussi votre quotidien et celui de vos enfants. Nous avons, à ce titre, rénové les façades de Vence, la cantine de Saint-Janet, la cour et l'internat du collège de Puget. Nous avons 3 collèges dans ce canton, mais nous en avons évidemment 72, je crois, dans le département, et que nous traitons avec beaucoup d'énergie. Le plan collège, c'est encore 30 millions d'euros. Quand j'étais vice-présidente en charge des collèges, j'ai participé à mettre en place avec Eric à l'époque le plan sécurité collège, qui est un plan évidemment qui est lié au risque terroriste. Je siège à ce titre toujours au Conseil supérieur de l'éducation et c'est pour moi également quelque chose de très important. Je ne peux pas évidemment ne pas vous parler d'environnement. L'environnement, c'est aussi un sujet qui tient énormément à cœur au président et qui me tient particulièrement à cœur. L'environnement avance, c'est le plan des Noves, le parc départemental du plan des Noves, pour lequel nous sommes en train d'acquérir encore, je crois, 100 hectares, j'allais dire 80, c'est 100 hectares supplémentaires, avec un petit salut à Alain Berthe, qui est dans la salle et qui nous a aussi apporté la possibilité d'acquérir ces hectares. C'est très important. Le parc départemental du plan des Noves, ça n'est pas un parc naturel au sens strict du terme, c'est-à-dire protégé, surprotégé, comme le Mercantour. C'est un parc qui a vocation de loisir, mais qui doit être protégé parce qu'il est dans Natura 2000 au titre des espèces et habitats, mais aussi parce que c'est le château d'eau de toute une partie de ce département. Donc nous sommes extrêmement vigilants sur ce parc. Nous avons également le SMIAG, je vous en ai parlé. Nous avons également, juste un mot, les travaux du SMIAG ont permis, sans doute, avec le nettoyage de tous les cours d'eau du département, qu'il n'y ait pas de surabondance de l'eau qui aurait sans doute entraîné, je parle sous le contrôle des pompiers, des morts, cette fois-ci, lorsqu'il y a eu les inondations. J'étais au COS avec le préfet à la préfecture le jour de ce terrible moment, et je crois véritablement que nous sommes passés près de catastrophes, il faut l'avoir en tête. Vous avez vu sans doute en passant dans le Var les travaux pharaoniques qui sont en cours, avec des énormes pelleteuses, voilà, on détourne le lit du fleuve pour pouvoir consolider les berges. Ce sont des travaux de 30 millions d'euros, extraordinairement importants. Ça aussi, c'est porté dans la politique environnementale par le département. C'est aussi, bien sûr, la digue du Gabre à Bonson, et le maire de Bonson n'est pas là, mais je peux vous dire qu'au Gabre, on y est allé 100 fois, je connais chacun des habitants du Gabre par son nom et son prénom, je connais leurs problématiques, nous avons à cœur d'accompagner tous ces gens-là. Nous avons également, avec l'agriculture, aidé l'agriculture. Et l'agriculture, c'est par exemple, mais c'est un exemple, 0,6 à table. Nous avons été précurseurs. Aujourd'hui, l'État nous dit qu'il faut qu'il y ait 50% de bio dans les cantines en 2022, je crois, ou 24, je ne sais plus. Mais nous avons déjà un pourcentage extrêmement important. Et aujourd'hui, 40 collèges sur 72 qui sont desservis en circuit court par 0,6 à table. Je crois qu'il faut véritablement le dire. On travaille pour que cette plateforme nous permette à nos agriculteurs, c'est pas que du bio, c'est du circuit court, permette à nos agriculteurs de pouvoir s'entendre, venir nous livrer, que nous redistribuons dans les collèges. Les quelques collèges qu'on ne distribue pas sont ceux pour lesquels on a des difficultés logistiques parce qu'ils sont vraiment très éloignés. Mais nous devons y arriver et c'est un challenge que nous voulons relever avec le président et c'est un challenge que nous voulons relever aussi pour nos agriculteurs. Nos agriculteurs que l'on aide, et on délibérera dans quelques jours pour prendre une délibération de partenariat avec la SAFER pour nous permettre d'acquérir des terres agricoles et de redonner des terres agricoles, mon cher Patrice Mirand, des terres agricoles à nos agriculteurs dans ce département. Il faut que ce soit le département qui prenne les choses en main. Et il y a, monsieur le sénateur, beaucoup de sujets dont j'aimerais vous entretenir sur cette question. Je pense que les terres agricoles doivent être classées en zone d'activité économique
et ne plus être sortis dans les PLU comme des terres agricoles à côté des zones d'activité économique. Ça leur redonnera peut-être un peu de valeur financière et ça permettra sans doute aussi de revaloriser les métiers de l'agriculture. Voilà, je ferme ma petite parenthèse, mais je le pense vraiment. Nous aidons nos éleveurs, nous aidons aussi bien sûr, parce que nous avons dans notre canton, avec Charlange, l'unique abattoir du département. Je ne sais pas s'il y a des véganes dans la salle, donc ils peuvent se boucher les oreilles. Et l'abattoir du département, c'est extrêmement important. Parce que tous ces éleveurs, et je salue Morel qui est là, monsieur Morel qui est là de Coursegoule, mais il y en a plein, ils sont importants les éleveurs, ils aiment ce qu'ils font, ils le font bien, ils ont du respect pour leurs bêtes. Et à l'abattoir de Puget-Théniers aussi, on a du respect pour nos bêtes. Et même si de temps en temps, certains aimeraient bien faire croire qu'il se fait n'importe quoi dans les abattoirs, eh bien, je peux vous dire qu'à l'abattoir de Puget-Théniers, on a été le premier en France à mettre des caméras dans l'abattoir, on a changé le piège, on a fait énormément d'efforts. Je me retrouve à siéger au conseil d'administration de l'abattoir de Puget-Théniers, vous avez compris que ce n'est pas exactement mon cœur de métier, mais néanmoins, ça m'intéresse parce que je pense que c'est toute la filière qui est concernée, c'est notre agriculture et c'est même nos paysages. Et là, on revient sur les questions qui sont plutôt les miennes. Le plan apicole, cher au cœur du président, mais aussi les vétérinaires. Nous accompagnons les éleveurs en finançant les visites de vétérinaires également pour les bêtes. Peut-être que vous ne le saviez pas et que vous repartirez en le sachant. Voilà, tout ça fait la politique du Green Deal du président, à laquelle il tient beaucoup. Et là aussi, je le redis, nous avons beaucoup de chance d'avoir un président qui s'intéresse d'aussi près à la nature et à l'environnement. Le département s'occupe d'aménagement du territoire avec l'opération d'intérêt national, de la question du logement, nous l'avons déjà dit. Et sur l'opération d'intérêt national, un petit mot pour dire ce que je pense une fois de plus. Je fais partie de celles et ceux qui sont quand même montés au créneau, ma collègue aussi d'ailleurs, pour tout simplement rappeler à l'État, puisqu'il paraît que c'est une opération nationale, mais aussi au président de la métropole, qu'il y a beaucoup trop de logements dans cette opération d'intérêt national, et pas assez d'emplois. Voilà, alors on nous promet une étude économique que je n'ai pas encore vue arriver, mais que je redemanderai, vous pouvez compter sur moi, parce qu'on ne peut pas continuer à créer du logement dans cette plaine du Var et à en faire une densité d'urbanisation phénoménale, alors qu'on appelle ça éco-vallée. Donc il va falloir quand même qu'à un moment donné, on s'interroge aussi et qu'on se pose les bonnes questions. Alors... aménager le territoire et le faire vivre, c'est aussi notre credo, et c'est la raison pour laquelle le président Charles Ginesi, comme son prédécesseur Éric Ciotti, ont décidé, malgré les coupes sombres que l'État nous impose depuis des années, eh bien, et malgré le fait que nous ayons, malgré tout, baissé les impôts et que nous allons les rebaisser l'année qui vient, le président du département a voulu, avec une volonté politique forte, et c'est un joli mot, la volonté politique, il a décidé de maintenir l'aide aux communes à plus de 50 millions d'euros encore cette année. Et l'aide aux communes, voilà, ça peut être un mot, ça peut être un chiffre, mais pas que ça. C'est aussi l'école au Pierrefeu, c'est aussi la mairie de Bérols, c'est aussi la gendarmerie à Roquestéron, par exemple, c'est aussi la station d'épuration à Ascros ou à Tourette du Château, à Guillaume, c'est aussi la médiathèque à La Tour, le parking de Cigales, la forge Isnard à Cuébris. C'est aussi la restauration de l'église de Massouin, le patrimoine, le parking de Coursegoule, l'auberge de Lioche, celle de Pierre-Lasse, les rues et places de Monson, celle de Thierry, de la Croix-sur-Roudoule, le stade de Saint-Janet, la chapelle à Saint-Janet, l'école des Prés à Saint-Janet, le centre culturel de Vence, le pôle gérontologique de Vence, la rénovation de la mairie de Vence et son accessibilité, la PMI entièrement rénovée à Vence, la cathédrale accompagnée pour l'électricité et pour la statuaire. Voilà. Je fais rapide, pas très, mais je fais en tout cas dense. Je voulais juste vous rendre compte d'un petit bout du travail quotidien qui est le mien, qui est celui de ma collègue qui est à nos côtés, qui est celui, alors du président, je n'oserais pas dire qu'il fait le même travail que nous. Évidemment, il en fait plus, hein, sinon il n'y a pas de raison que ce soit président. Hein. Donc il en fait beaucoup plus. Et puis, évidemment, je ne peux pas oublier les associations avec la sécurité, les associations qui sont là, toutes, et qui comptent beaucoup pour nous, qui sont engagées au service de l'intérêt général. Ce sont elles que nous aidons et que nous accompagnons
avec évidemment la culture. Et je veux un petit clin d'œil à mon ami Gérard Bozio pour vous dire que parmi la politique culturelle du département que vous connaissez par cœur, les estivales, Syrinx, concerts, enfin bref, toute la politique culturelle du département, c'est pas classique, enfin bref, toutes les associations culturelles que nous aidons, mais nous avons aussi le musée départemental des arts asiatiques et nous avons aussi le musée du quai, le musée du port, Port-Olympia, pardon, ça y est, Port-Olympia, c'est ça. Port-Olympia, un magnifique espace qui était les anciennes galères, je crois, un magnifique espace sur le port qui accueillera, il ne faut pas que je me trompe, de toute façon il y a à le dire, l'exposition Soulage le 7 février à 11h. Il y a le vernissage, c'est magnifique, c'est exceptionnel. C'est mis en musique par un Vansois, Gérard Bozio. Je vous invite, de la part du président, à aller le 7 à 11h au vernissage Soulage. Je pense que ça va être un très grand moment de culture pour le département. Voilà. Je voulais aussi vous dire que nous accompagnons le sport, bien entendu, vous le savez, et toutes les associations qui travaillent au quotidien pour aider celles et ceux qui en ont besoin. Je conclurai mon propos en vous disant que je vous remercie et que je suis très sensible à tous les messages chaleureux que vous m'avez adressés et que vous m'adressez au quotidien dans la rue en me disant quel dommage, Madame Satonnet, que vous ne soyez pas candidate au municipal. Vous avez raison. Je vous remercie très chaleureusement, ça me touche profondément. Je suis à vos côtés. Je suis à vos côtés. Je ne vous lâche pas. Je suis élue depuis 1995. Je suis restée, même quand c'était dur. Je suis restée 7 ans dans l'opposition de Pierre Marchoux, mais je suis restée. Je n'ai pas démissionné. Je suis restée en 2017. Je n'ai pas démissionné. Je suis restée pour vous défendre, à la ville comme à la métropole. Parce que je connais les dossiers, je connais la ville, je connais les arcanes du système administratif et que mon rôle, une fois que vous m'avez confié un mandat, c'était de rester. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas conduire de liste. Le mandat qui s'achève aura été marqué par la défection inédite de Loïc Dombreval, que vous aviez élu en 2014 comme maire et en 2015 comme conseiller régional, 2 mandats qu'il a délaissés successivement. Evans a beaucoup souffert. Evans avait déjà beaucoup souffert ces dernières années des conséquences de ce que les Vansois appellent l'affaire Iacono et avait été dans le tumulte. Et elle a ainsi continué dans le tumulte. Vous le savez, j'ai toujours travaillé avec conscience et détermination. Le syndrome Vansois a eu raison de ma détermination. Tout le monde se pense capable. Eh bien, il y en a un qui sortira, ou une. Il ne faut pas se leurrer. Il y aura évidemment quelqu'un qui va sortir, probablement par une fusion, maire de cette élection. Et moi, tout simplement, je ne voulais pas de fusion. Voilà. Pour moi, ce n'est pas envisageable. Je suis une femme de conviction, je suis expérimentée, et je sais que ce n'est pas une très bonne chose pour la ville, ni pour l'action publique. Donc, en conséquence, et en parfait accord avec mes valeurs, et je vous demande de les respecter, j'ai fait ce choix. Il est difficile, il est douloureux ce choix. Et il est douloureux aussi quand je vois parfois ce que je vois. Je ne ferai pas de commentaires plus avant. Demain, vous aurez à choisir entre 9 candidates et candidats, je crois. C'était 10, mais il y en a une qui s'est raisonnée. L'avenir économique de Vence et son positionnement au sein de la métropole, écoutez-moi bien, est en jeu. Son environnement, notre environnement et notre cadre de vie sont en jeu. Alors, qui sera à même de défendre nos paysages
et notre identité géographique et culturelle? C'est ça la question qu'il faudra se poser. Qui imposera une vision claire et surtout une vision ferme de l'urbanisme que nous voulons et de l'urbanisation que nous ne voulons pas? Qui? Réfléchissez à cette question. C'est ça l'enjeu de cette élection. Quelle politique culturelle dans cette décennie qui s'ouvre? Les Nuits du Sud, bien entendu, animent les esprits de tous les côtés. On entend parler pratiquement que des Nuits du Sud bientôt. Alors, c'est pas moi qui étais à l'origine, à l'époque, avec les élus de l'époque de ces Nuits du Sud, qui veut vous dire que c'est pas important. C'est un festival qui a fait la renommée de Vence. Enfin, la bonne question, la vraie question qu'il faut se poser, le vrai débat, n'est pas tant de défendre le modèle actuel des Nuits du Sud, que plutôt comment donner un nouveau souffle à ce festival. C'est ça la question, la vision politique. C'est comment donner un nouveau souffle à ce festival, dans le contexte que l'on connaît, sécuritaire, de risque, dans le contexte aussi d'un festival qui a 20 ans et qui parfois, au bout de 20 ans, doit trouver un nouveau souffle. Et puis, transformer ce festival et en assurer la pérennité. C'est ça la vraie question qu'il faudra se poser. Car vous le savez, c'est pas tellement avec qui. Parce que Théo, on peut se le dire, on est entre nous, et même si on n'est pas entre nous, on peut se le dire quand même, il est en partance. Il a l'âge qu'il a, il a déjà dit plusieurs fois qu'il voulait partir, si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Donc la question, c'est pas comment on fait pour conserver ce qui existe, c'est quelle vision on a. Quelle vision on a de l'urbanisme, quelle vision on a de la nature et du développement, quelle vision on a de la culture. C'est ça qu'il faudra regarder et analyser. Et puis, évidemment, l'autre point majeur, c'est qui représentera Vence au sein de la métropole. Voilà, je n'en dirai pas plus sur la métropole. Nous avons un grand moment d'apaisement qu'il ne faut pas cacher. Alors, qui, avec quelle équipe? À l'heure où j'écris ces lignes, nous ne connaissons encore ni les programmes, ni véritablement les acteurs. Donc, bien entendu, je suis comme vous, je regarde, j'observe. En tout cas, le bouleversement provoqué en 2017 par la désertion du maire a profondément ébranlé la ville et les personnels aussi de la commune. Et je veux absolument avoir ce mot d'ailleurs pour les personnels, les remercier de leur capacité d'adaptation parce que franchement, ils ont vécu des moments très difficiles et ça a ébranlé considérablement la ville et les personnels et ce n'est jamais une bonne chose. Alors, puisque nous sommes au moment de vœux, je forme le vœu que notre ville connaisse l'apaisement et la sérénité nécessaires à l'action publique, que l'équipe qui sera choisie par les Vensois, je dis bien l'équipe, ne s'inscrivent pas dans la rupture systématique. La ville aurait sans doute plus à y perdre qu'à y gagner. Pour ma part, et vous le savez, je l'ai dit, je n'ai pas que le meilleur gagne, je ne soutiens personne, et personne ne peut, je vous le redis, et je le dis haut et fort, c'est bien comme ça si certains l'entendent, ne peut se prévaloir de mon soutien à l'heure actuelle. Je suis extrêmement ouverte, je regarde ce qui se passe, je regarde avec beaucoup d'attention, vous l'imaginez, on ne passe pas 20 ans dans une commune à la mairie pour ne pas être attentif à ce qui va s'y jouer. Et moi, je suis votre conseillère départementale et j'entends le rester si vous me renouvelez votre confiance l'année prochaine, à votre service, au service de Vence, avec la même détermination et le même engagement que vous connaissez. Je vous souhaite à chacune et à chacun une merveilleuse année 2020, avec, et surtout, je souhaite à la ville de Vence une belle année 2020. L'étendard sanglanté,